Et quand on est MJ en convention en tant que femme, c'est assez terrible parce qu'il y a des réactions de « Ah non, mais c'est toi qui maîtrises, mais tu sais faire, qui t'a appris, t'es venu, c'est ton copain qui t'a appris, t'es venu avec lui ». Enfin, on a ce genre encore de réactions qui existent, quoi. Je pense aux conventions de cosplay qui se sont mis à communiquer là-dessus, à essayer de mettre en place des systèmes pour protéger les femmes qui étaient victimes. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à faire, à améliorer dans le jeu de rôle? Il y a un peu tout à faire là-dessus parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de choses qui sont mises en place jusqu'à présent. Nous, la première charte qu'on a rédigée à la demande des organisateurs de la convention Octogone qui a eu à Lyon là il y a 2 semaines, une grosse convention rôliste, enfin pas que rôliste, hein. Il y a beaucoup de jeux de rôle, mais il y a aussi jeux de figurines, jeux de plateau, enfin il y a plein de choses. On s'est notamment beaucoup inspiré des textes pour des conventions notamment de cosplay aux États-Unis. Qui étaient bien faites par rapport à ça. Donc nous, on essaie encore de travailler dessus, de l'améliorer, parce que plus comme le public français n'est pas forcément habitué à trouver ça, il faut encore qu'on l'améliore pour qu'on puisse proposer une version générique et voir aussi qu'est-ce qui se passe tout bêtement avec la loi française, parce que c'est pas la même qu'aux États-Unis, et comment on articule tout ça de façon harmonieuse, parce qu'on veut vraiment un truc qui tienne la route et qui soit fonctionnel, et c'est ça qu'on veut proposer aujourd'hui. Après, comme disait Jérôme, c'est un dispositif parmi tant d'autres, et les dispositifs, il faut en mettre plein d'autres en place. Il y a commence à avoir pas mal de femmes rôlistes qui réfléchissent à tout ça, ou des clubs, ou des CA d'associations qui y pensent aussi. On peut imaginer par exemple des personnes refuges en convention ou un stand où on pourrait venir parler s'il y a un souci, histoire que l'info elle remonte, que la personne soit protégée si elle a été agressée ou ce genre de choses. Voilà, on peut imaginer au sein d'une association un espèce de système d'avertissement avec quelque chose de très clair quand les gens adhèrent à l'association sur tels comportements qui sont répréhensibles, et qu'il se passe ça de la médiation à l'expulsion, on va dire, pour donner quand même un rayon, voilà, un nivellement. On peut imaginer ce genre de choses, mais voilà, aujourd'hui, c'est des dispositifs qui sont à mettre en place. Donc voilà, comme dit Jérôme, on travaille dessus. Il faut notamment aussi étudier pour les choses les plus graves tout ce qui est l'aspect légal, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il se passe quelque chose de grave, les gens savent pas trop comment réagir parce qu'on sait pas à quoi. Définir clairement qu'est-ce qui est une agression, qu'est-ce qui ne l'est pas, et aider les gens à être éduqués là-dessus. Ça peut aussi aider à savoir réagir quand ça se produit. Donc c'est là-dessus qu'on réfléchit en ce moment, c'est que sur le constat qu'il y a des soucis, tout le monde est d'accord. Maintenant, l'étape d'après, c'est d'essayer de trouver des solutions, quoi, même s'il y aura rien de parfait. Et c'est vrai que là-dessus, que ce soit voilà, les conventions de cosplay qui ont déjà compris le problème, ouais, il y a des modèles desquels s'inspirer, ouais. Alors, je sais pas quand la vidéo sera en ligne, mais là, ces jours-ci, il y a eu plein de rebondissements sur l'affaire Weinstein aux États-Unis, et donc tous les hashtags MeToo, balance ton porc, je crois, oui. Et toutes ces choses-là, et on voit qu'il y a plein de choses qui sont... Alors déjà, il y a plein d'hommes qui s'aperçoivent que ce sont des choses qui existent. Et je dis ça, mais moi, avant d'avoir tous ces retours, il y a plein de choses dont on m'avait parlé, mais je n'imaginais pas l'ampleur, très, très clairement. Pardon, ouais. Pour préciser, on voit qu'il y en a beaucoup, même dans le milieu du jeu de société, que ce soit parmi les salariés ou les acteurs du jeu de société. Ça remonte beaucoup dans le grandeur nature aussi. Ouais, on a... en fait, souvent, les rôlistes qui nous contactent font aussi d'autres types de jeux. Et du coup, on a des échos. Après, même nous, c'est pour ça qu'on se rapproche de l'association, parce qu'on sait pas quoi faire, on n'est pas formé là-dessus. On peut écouter, on le fait, mais derrière, il se pose des questions légales, il se pose des questions, je veux dire même morales évidemment, quoi. Mais donc, on est en train de voir pour tout ça. Pourquoi je parlais de l'affaire Weinstein, parce que il y a donc ces jours-ci une prise de conscience. Il y a aussi des réponses très négatives, agressives par rapport à ça. Il va falloir voir comment se positionner. Il y a aussi on parlait de questions légales. Le harcèlement aux États-Unis et le harcèlement en France, c'est pas la même chose. On s'aperçoit très clairement que les lois françaises sur le harcèlement, très peu de gens c'est pas les connaissent en fait,
mais voit comment ça s'applique. Si on prend le cas précis du jeu de rôle, du harcèlement qui a lieu en jeu, à quel moment c'est du harcèlement ce qui se passe en jeu, à quel moment ça n'est pas. C'est-à-dire, est-ce que si mon personnage fait des allusions sexuelles régulièrement à un autre joueur, est-ce que c'est du harcèlement ou est-ce que ça n'en est pas? Voilà. Est-ce que quelque chose qui commence en jeu peut se continuer après? C'est ça, ouais. C'est typiquement le sexisme ordinaire qu'on a, surtout en convention. Il y a peu de filles qui viennent seules parce qu'elles sont exposées à ça, et c'est vrai que le personnage devient vite un prétexte au harcèlement, mais non, c'est mon personnage qui drague, et en fait ça arrête pas, et des fois il peut avoir des gestes déplacés, et même sans aller jusque là, ce qui est hélas presque systématique, c'est se faire couper la parole, se faire expliquer les règles comme si on était bête et que on n'arrivait pas à les comprendre, et quand on est MJ en convention en tant que femme, c'est assez terrible parce qu'il y a des réactions de « Ah non, mais c'est toi qui maîtrises, mais tu sais faire, qui t'a appris, c'est ton copain qui t'a appris, t'es venu avec lui ». Enfin, on a ce genre encore de réactions qui existent, quoi. Donc là, on parle même plus du contexte légal, mais il faut quand même qu'il là aussi il y ait une prise de conscience sur ce sexisme, j'allais dire ordinaire, et très très courant, pour que les gens s'en rendent compte et qu'ils comprennent que c'est plus possible, quoi. Enfin voilà, il y a tous ces paliers-là à gérer, en plus de l'aspect légal dont parlait Jérôme. Sur l'aspect des femmes MJ, par exemple, pour raconter une anecdote, il y a quelques années, j'allais en convention présenter un jeu, enfin peu importe le jeu, et il y avait une copine qui maîtrisait des parties, en fait. Et quand il y a un groupe de joueurs qui devaient jouer avec elle, et quand ils ont appris qu'ils jouaient avec elle, alors ils lui ont pas dit à elle, hein, moi je l'ai entendu parce que j'étais 2 mètres à côté, quoi. Ben, quand ils ont vu que c'était une femme, en fait, on dit qu'ils se faisaient arnaquer, et ont évoqué le fait d'aller se faire rembourser. Enfin, ils l'ont pas fait, ils ont joué, hein, mais avoir ce genre de discussion, c'est complètement aberrant, bien entendu, mais on se dit, mais où on est, quoi. Mais effectivement, bon, il y a plein de choses sur ces questions-là qui sont compliquées. Quelque part, il y a ces questions de sensibilisation. Coralie et moi, on a de plus en plus le sentiment que maintenant, la sensibilisation, ça suffit un peu. Il y a d'autres gens qui le font, etc., qu'il va falloir trouver des solutions concrètes, parce qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on essaye de mettre en place quelque chose de concret, on se retrouve avec plein de raisons de pas le faire. On trouve toujours des raisons de rien faire, en fait. Et ça commence à sérieusement nous saouler. En plus, c'est ça. Surtout sur l'aspect légal qui peut être une limite, parce que l'aspect légal nous limite pour agir, en fait. Et c'est pour ça qu'on veut plus creuser ça, pour enfin avoir les moyens d'agir sans que l'aspect légal, aussi paradoxal que ça puisse paraître, se retrouve sur nos chemins. Et il y en a clairement, il y en a assez. Et c'est vrai que du coup, il y a carrément une impunité là-dessus, et c'est ça auquel on veut essayer de trouver des pistes pour mettre fin, parce que ça suffit, quoi. Et on veut pouvoir les transmettre aux autres. C'est pour ça que, enfin, tu disais tout à l'heure, on travaille sur la charte, on travaille sur un certain nombre d'outils pour pouvoir les transmettre aux gens qui organisent des conventions, mais c'est pas que dans les conventions, c'est dans les clubs, c'est dans tout. Après, je voudrais quand même amener un bémol sur tout ça, c'est que on en parle parce que nos histoires ont fait qu'on a été concernés par ces questions-là, que c'est un sujet qui est revenu régulièrement dans nos vies, alors bien évidemment pour toi plus que pour moi, hein, mais aujourd'hui on ne pense pas pour autant que le milieu du jeu de rôle est un milieu qui est rempli de machistes et de réactionnaires. On pense surtout en fait que c'est effectivement un milieu où il y en a, c'est un milieu qui est très masculin, même s'il est de moins en moins. Et de notre point de vue, on peut faire, enfin il y a des choses effectivement qui doivent s'arrêter parce qu'elles sont intolérables, mais comme il y en a à plein d'autres endroits, juste en tant que rôliste, en tant que joueur, même de façon générale, si on élargit le champ, on peut faire des choses. On est encore à un endroit où c'est super simple de faire plein de choses. Mais encore faut-il le faire. Et pas se dire, effectivement, c'est partout pareil, j'y peux rien, ne pas voir les problèmes quand ils se passent. Être capable d'intervenir, avoir le courage d'intervenir, même si des fois on se dit c'est trop, voilà, c'est pas assez, mais de pas laisser faire et d'avoir une réaction, et
Et plus on structurera tout ça, et plus on pourra échanger en termes d'expérience, en dire bon bah quand il se passe ça, ce qui peut être bien comme réponse, c'est de faire ça, ça et ça. Bah c'est tant mieux quoi. Le jeu de rôle est pas spécialement plus sexiste que d'autres milieux, enfin de façon générale, avec on va dire deux milieux avec autant d'hommes, hein, pas de. Il y a bien sûr des milieux moins sexistes. Il y en a bien sûr des plus sexistes. Par contre, c'est un milieu où, enfin nous on est persuadés, on souffre par exemple d'avoir peu de femmes, notamment si on réfléchit au niveau pro. Le nombre de femmes pro et la proportion est énormément moindre que le nombre de joueuses. Donc on le retrouve là, et à part un cas en 85, je crois justement, par exemple, on n'a pas en France, à part on va dire chez les indépendants. Oui, sur la scène indé, effectivement. Il y en a deux, je crois. On n'a pas de cas où on a un projet qui soit surtout tenu en lead par une femme. Même nous, c'est moite-moite, c'est super rare en fait. On a, en fait, la plupart des femmes qui travaillent dans les jeux de rôle jouent le rôle d'équipière entre guillemets d'auteurs dans le pool d'auteurs, quoi. Peut-être un peu différent sur le 7e cercle aussi, où... Oui, alors effectivement, il y a le cas particulier. Il y a le 7e cercle où Neko est pas mal chef de projet quand même sur pas mal de jeux de rôle aussi, je pense à Keltia ou... Mais c'est vrai que c'est surtout le rôle d'éditrice, mais effectivement, t'as tout à fait raison de le signaler. Et il y a plein de jeux, en fait, qui ne sont pas écrits, parce que les femmes n'ont pas accès à l'écriture, en fait. Enfin, à l'écriture. À leur projet. Enfin, on connaît un certain nombre de femmes auteurs qui écrivent très bien sur nous, enfin, il y en a dans les livres, etc., qui ont plein d'idées. Et c'est vrai qu'on comprend pas trop pourquoi elles n'ont pas encore sorti de jeu à leur nom. Peut-être qu'elles n'ont pas envie, hein, j'en sais rien. Mais ça me surprendrait. Dernière question sur ce sujet. Des jeux de rôle avec des illustrations de femmes lascives ou siliconées, comme pour un Conan par exemple, ça a encore sa place en 2017 ? Effectivement, il y a eu des études plus poussées un peu là-dessus. Et on trouve notamment des ressources sur le net dont je me rappelle pas le nom, comme ça, c'est bête. J'essaierai de le faire passer pour le lien. Par Morgan Muns. Ouais, Morgan Muns qui a notamment travaillé sur les représentations des femmes dans les jeux de rôle. Et ouais, effectivement, je pense qu'aujourd'hui ça peut. Ouais, pour moi, quand même, globalement, c'est un souci, quoi. Alors, je veux bien entendre que Conan, c'est Conan, je sais ce qu'est Conan, je sais quel personnage féminin il y a dans Conan, mais je trouve que ça peut, la fantaisie, hein, au bout d'un moment, peut pas servir d'excuse pour ça, quoi. C'est notamment quand on voit des jeux qui sont plus si récents maintenant, comme Pathfinder, où ils essayent toujours de représenter. Alors maintenant, on voit ils ont un pool de personnages, 4 personnages qui représentent en couverture. Et par exemple, il y a une femme noire, je crois qu'elle est soit guerrière, soit paladine, sa classe perso, qui est représentée sur les couvertures des bouquins. Il y a quand même une évolution, même au niveau des grosses boîtes. Et c'était notamment c'est Montecou qui disait que il comprenait pas pourquoi on demandait toujours dans les gros projets type Donge comme ça de mettre toujours un mâle blanc et très viril en couverture, alors que quand même on était dans un média qui justement nous poussait à nous prendre pour des elfes et ce genre de choses, et que quand même on avait un petit peu plus d'ouverture que ça pour pouvoir s'identifier à une femme en couverture, quoi. Et c'est en train de bouger, même au niveau des gros éditeurs entre guillemets. Et aujourd'hui, pour moi, on peut plus passer à côté, quoi, parce que encore aujourd'hui, on peut plus dire qu'on savait pas. C'est pas vrai, moi j'y crois pas, et très franchement, je trouve ça assez malhonnête. Aujourd'hui, en France ou ailleurs, on voit des éditeurs qui jouent de ça sur cette hypersexualisation et qui savent très bien ce qu'ils font. Et moi, oui, clairement, ça me pose un problème, parce que en tant qu'éditeur, on a une responsabilité dans tout ça, dans ce qu'on véhicule comme image. Et jouer là-dessus pour vendre, ouais, ça me pose un réel souci, et surtout quand on fait après les innocents en disant ah oui mais non, vous avez l'esprit mal tourné, ou mais non mais c'est pas ça, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas prendre les gens pour des idiots, et au bout d'un moment assumer un petit peu ce qu'on fait, quoi. Et c'est très difficile tout ça, parce qu'il y a plein de gens qui sont sinueux, qui essayent d'avoir un discours différent selon les moments, selon les interlocuteurs ou les interlocutrices, et qui essayent de ménager la chèvre et le chou. Et
ouais, il y a pas mal d'hypocrisie dans tout ça et je pense que ouais, il faut pas trop se laisser berner quoi. Sur Conan ou voilà une licence qui a son ancienneté et encore dans certaines limites, je veux bien l'entendre exceptionnellement, mais sinon globalement ouais, je trouve qu'aujourd'hui on peut plus se cacher derrière son petit doigt là-dessus et qu'il faut prendre ses responsabilités quoi. Et c'est notamment difficile, même des fois quand on travaille avec des illustrateurs, de leur dire ne dessinez pas une femme hypersexualisée quoi. Après on sait qu'on prend un risque parce que même quand on veut représenter une femme en couverture, il y a des gens qui nous disent ah non mais le faites pas, vous allez en vendre beaucoup moins, tout ça. Enfin, on entend aussi tous ces discours-là et je me rappelle de Joss Whedon, donc l'auteur de Buffy qui écrit aussi des comics, quand il avait écrit le comics Frey qui est une tueuse du futur, il avait eu toutes les peines du monde à demander à l'illustrateur de comics de pas avoir une femme hypersexualisée avec des seins qui lui auraient donné des problèmes de dos la pauvre et des habits qui ne l'auraient certainement pas couvertes un hiver à Seattle. Et que c'était très difficile à faire entendre en fait. Et à notre niveau dans le jeu de rôle, on peut ressentir ça aussi. Heureusement, ça aussi, ça bouge et ça change, mais on voit encore quand même plein de gens qui en jouent. Ouais, ça enfin, je pense qu'il faudra encore de l'évolution là-dessus, mais on pourra pas dire qu'on savait pas quoi. Voilà. Sensible que toi sur ce sujet-là. Par contre, ce qui est juste effarant, c'est qu'on n'a pas le choix en fait. C'est que on commence à voir des choses, tu parlais de Paizo, tu parlais de même des dessins, etc., où les illustrations, on fait un peu plus attention, mais finalement, c'est presque une nouveauté, c'est presque quelque chose qui arrive, en fait. En tout cas, dans les grands jeux. Et du coup, j'ai pas trop de problème à ce qu'il y ait un truc hypersexualisé qui soit acheté comme tel, à partir du moment où c'est clair, en fait. À partir du moment où c'est pas la norme. J'en sais rien, si quelqu'un veut s'acheter une revue veut s'acheter une BD de Manhara, il s'achète une BD de Manhara. Par contre, le problème, c'est que ce soit, c'est qu'on puisse pas le savoir. C'est que, on puisse pas le savoir. C'est le mode de fonctionnement par défaut et qu'on a ça tout le temps partout. En fait, Et je suis assez sensible sur ce que tu disais sur l'hypocrisie, par contre, où là je te rejoins totalement. Enfin, le reste aussi je te rejoins, c'est juste que j'y suis moins sensible. Par contre, effectivement, il y a un moment où faut le dire, quoi. Enfin, surtout quand on vend des jeux essentiellement à des adultes d'un certain âge, si on veut tartiner ses bouquins de trucs de cul, on tartine ses bouquins de trucs de cul et on le dit. Enfin, on ment pas sur la marchandise, quoi. Et on prend pas l'univers comme excuse, qui souvent en plus c'est une excuse qui se démonte plutôt facilement quoi, dans la plupart des cas en tout cas. C'est effectivement systématique quoi. On peut faire, il y a eu des dessins animés Conan pour les enfants, donc il peut y avoir pour que ça passe à la télé. Alors effectivement il n'était pas génial le dessin animé Conan, mais pour que ça passe à la télé, c'est qu'il y a quand même un moyen de présenter des trucs pour que ça passe même pour des gamins quoi. Donc même un univers comme Conan, on peut faire des choses quoi. Donc